Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Suisse, au Capitole, pour une soirée, je dis souvent spéciale. Cette soirée, je dirais très spéciale. Pourquoi? Parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait accueillir Sébastien Lifshitz et surtout vous proposer son film Les Invisibles. En fait, moi j'ai vu ton film il y a 3 ans maintenant, à Cannes. 2 ans, il y a 2 ans à Cannes, mais le temps passe vite quand même. Et là, j'avais vraiment très envie de le programmer à la Cinémathèque, de le partager avec notre public. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, 1000 raisons. Le film a fait le tour du monde, on peut le dire, dans des festivals, bien évidemment, mais aussi dans des soirées organisées, dans des salles indépendantes, dans des salles RDC. Puis l'année passée, à la Berlinale, j'ai vu son dernier film, Bambi, et là je me suis dit non mais quand même, il faut absolument faire cette soirée. Et donc l'occasion était que d'une part, Sébastien Lifshitz est souvent ici à Lausanne grâce à son engagement à l'ECAL, et puis aussi parce que le Cinéma City Club depuis, pardonnez-moi, je me trompe toujours, a décidé en fait de le programmer après cette soirée au Capitole. Alors il est vrai qu'on a hésité au début, on ne savait pas tellement dans quelle salle proposer le film, on en a discuté aussi notamment avec Lionel Bayer qui est là, et c'est aussi un peu de sa faute si on est ici ce soir. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire un cadeau à toi et surtout aux personnages, à tes personnages, aux personnages du film, grâce à leur générosité, à leur cri de liberté. Et donc voilà, tu es là ce soir, merci d'être là et ben voilà, je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose pour le début de la projection, sachant qu'après on sera là pour faire une petite discussion. Je voulais d'abord te remercier de m'avoir accueilli ici, dans cette salle sublime. Et je voudrais, en fait, je suis très heureux de montrer le film en Suisse, parce que la Suisse est devenue, avec les années, un pays auquel je suis très attaché. Et je voudrais dédier cette projection, en fait, à l'ECAL, à Lionel Bayer, et aux élèves aussi de l'ECAL que j'ai rencontrés depuis 3-4 ans maintenant, et avec qui j'adore discuter de cinéma et travailler sur leurs films. Et généralement, j'ai un principe en fait à l'ECAL, c'est que je ne parle pas de mon travail. Je suis là pour être à l'écoute du travail des élèves et d'essayer de les accompagner dans la fabrication de leurs scénarios, de leurs films et tout ça. Et là, je dirais que tout d'un coup, les rôles s'inversent. Ils vont voir quelque chose de moi et je vais un peu en parler. Et ça me fait plaisir d'avoir cet échange aussi avec eux. Voilà. Et puis peut-être, je rajoute, puis après on les laisse aux invisibles. J'aimerais bien en fait montrer aussi tes autres films. Donc peut-être on le fera un peu plus tard à l'occasion de ton prochain film. Avec si plaisir. Possible. Oui, avec plaisir. Lionel, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, non? Ok, alors bonne projection et puis à tout à l'heure. Bonne projection. Sébastien Lifshitz. Merci. Alors Sébastien, dans ton introduction qu'on a publiée dans notre programme, tu dis que l'envie de faire ce film, en fait tu as eu beaucoup d'idées, de suggestions pour en faire, mais ça part aussi d'un hobby, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, que tu as de collectionner beaucoup de photographies d'amateurs. Et c'est un peu le point de départ de ce film. Oui. En fait, je suis passionné de photographie, et notamment de photographie amateur, et je passe ma vie aux puces et dans les vides-greniers à chiner. Et un jour, je suis tombé sur un album de photos de deux vieilles dames des années 50, et l'album n'avait rien d'extraordinaire. C'était des Kodachrome. Et ce qui m'a intrigué dans ces photos, c'est que je n'arrivais pas à savoir la nature de la relation qu'il y avait entre ces deux femmes. Et du coup, j'ai demandé au brocanteur s'il avait d'autres albums, et il m'en a sorti 10. Et j'ai acheté le tout, et je suis rentré à la maison, et j'ai commencé à faire une sorte d'enquête à l'intérieur des photos. Et j'ai compris en fait qu'il s'agissait d'un couple de femmes qui avaient une allure très bourgeoise, très vieille France. Et ce qui était étonnant, c'est qu'elles avaient ressenti le besoin de produire des images de leur amour
à une époque où je pense que ça se faisait rarement. Et non seulement ça se faisait rarement, et de le faire impliquait le fait d'accepter de s'exposer un minimum socialement, puisqu'il fallait acheter une pellicule, faire des photos, aller les faire développer, aller chercher les tirages. Donc c'était d'une certaine manière s'exposer tout simplement. Et par la suite, j'ai trouvé comme ça, un peu partout, différents témoignages comme ça d'homosexualité intime. C'était à chaque fois des images assez heureuses, assez ludiques, très libres. Et ça m'a interrogée, parce que par rapport à l'histoire officielle de l'homosexualité, qui a souvent été transmise sur un mode assez victimaire, assez dur, parfois avec des histoires tragiques, qui certaines d'ailleurs ont véritablement existé, évidemment. Ces photos me racontaient autre chose. Et j'ai commencé à émettre une hypothèse en me disant que peut-être que dans le fond, la vie des homosexuels des générations d'après-guerre, disons, peut-être avaient vécu, enfin d'après-guerre, même disons de l'entre-deux-guerres jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être avaient vécu leur homosexualité pas tous de manière conflictuelle. Peut-être que certains avaient réussi à négocier quelque chose avec eux-mêmes, avec leur famille, avec leur milieu professionnel, pour vivre plus ou moins bien ce qu'ils étaient, avec discrétion s'entend, mais quand même, peut-être avaient-ils réussi à le faire. Et comme j'étais pas sûr de cette hypothèse, je me suis dit que la meilleure manière de pouvoir y répondre, c'était d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes sur 2 générations, et d'aller leur poser la question de ce qu'il en avait été pour eux. Et ça a été le point de départ du film. Tu les connaissais pas, tes personnages? Non, je les connaissais pas. Comment tu les as retrouvés, rencontrés, connus, et comment ça a été l'approche, surtout avec ces personnes? En France, en fait, il y a un tissu associatif qui est très important. Donc, je me suis au départ basée beaucoup sur ce réseau associatif. Alors, évidemment, les associations ne nous ont pas donné le numéro de téléphone directement de ces gens-là. Souvent, ce qui se passait, c'est que j'accédais à des gens qui me disaient « Ah, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ». Et donc, comme ça, de fil en aiguille, on a fini par trouver le casting idéal pour le film, en fait. Ça a pris du temps, ça a pris 1 an et demi, juste pour le casting. Parce que je voulais vraiment étendre le spectre social du film le plus possible. Je voulais pas du tout me cantonner à des témoignages de gens de ville, là où on assimile souvent l'homosexualité aux grandes villes, aux professions libérales. Je voulais qu'il y ait des gens qui appartiennent à la bourgeoisie comme au prolétariat, au monde de la campagne comme des villes, qu'il y ait quand même une certaine diversité dedans. Donc c'est une longue recherche, mais après tu as passé beaucoup de temps avec eux, parce que... Non. Non. Non, parce qu'il fallait que je fasse attention à quelque chose, c'est que, en fait, ces personnes que je rencontrais, j'en rencontrais à peu près 80, il fallait pas trop déflorer leurs paroles. Très vite, je me rendais compte, dans la première conversation que j'avais avec eux, qu'il y avait certaines évidences quand même, qui répondaient à certains critères qui étaient un peu essentiels pour pouvoir les imaginer dans le film. Et puis, il fallait préserver une forme de virginité de la parole pour le film, justement. Donc, assez vite, généralement, je coupais court à la conversation et je cherchais certains détails. Il y avait des éléments annexes aussi dont je devais m'assurer pour savoir s'ils étaient potentiellement donc, les témoins du film. Et cette espèce d'abandon qui se produit, je dirais, entre eux et moi à l'intérieur du film, il est possible parce que je pense que chaque personne qui arrive souvent à la fin de sa vie a emmagasiné, je dirais, énormément de souvenirs, mais aussi de réflexions profondes sur ce qu'il a vécu. Et souvent, c'est une chose très commune dans beaucoup de familles, les gens vous disent à partir d'un certain âge, il faudrait quand même que je prenne le temps à un moment de me poser, de prendre un crayon, un papier et de raconter ma vie. Nombre de gens comme ça, monsieur, madame, tout le monde, qui ont envie en fait, de transmettre quelque chose de leur expérience de vie, c'est très très fréquent. Et non, tu n'as jamais eu de difficultés pendant le récit, des blocages, de moments... Il y a eu des petites choses, mais je pense que cette chose, en tout cas de la transmission, elle est d'autant plus exacerbée chez les homosexuels parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas d'enfants.
donc ils n'ont pas pu transmettre. Et du coup, quand quelqu'un comme moi arrive tout d'un coup dans leur vie et leur dit tout d'un coup je suis une écoute, je suis quelqu'un qui a envie d'entendre en fait justement le récit de leur vie, c'est comme si j'arrivais au bon moment et au bon endroit, tout simplement. Et j'ai su les mettre en confiance pour qu'ils aient envie justement de me raconter leur vie, tout simplement. Ils ont vu le film, je suppose. Oui, ils ont vu le film, oui. Et tu as toujours des contacts avec eux? Je suis toujours très lié avec eux. Je me souviens, par exemple, Pierrot, le chevrier qui est dans le film, je pense qu'il ne se rendait pas complètement compte de ce que c'était qu'un film de cinéma, d'une certaine manière. Et je me souviens que la première fois qu'il a vu le film, c'était à Lyon, il était à l'UGC, d'ailleurs, je me souviens. Il est venu, il y avait une petite conférence de presse avec des journalistes où il a un peu fanfaronné, comme ça. Et puis, il regarde le film, et je pense qu'il était sur le cul de voir tout d'un coup ces chèvres en scope, comme ça, et de se voir au milieu aussi d'autres gens, parce qu'aucun de ces témoins ne se connaissent les uns les autres. Donc chacun découvrait aussi les vies de tous les autres, en fait. Et je me souviens qu'une fois que la lumière s'est rallumée et qu'il a dû faire face au public, il était très intimidé, alors que c'est pas intimide, hein. Et il est tout d'un coup, je crois qu'il a eu une sorte de choc quand même, mais il était très ému. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Allez, soyez pas timide. Là, il y a une dame. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais pourquoi est-ce que Babette et Catherine ont voulu être interviewées séparément. Est-ce que c'est elles qui ont demandé? Ou est-ce que... En fait, ce qui était compliqué dans le film, il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai essayé à chaque fois de trouver des dispositifs un peu différents pour les uns et les autres, en fait. Et pour Babette et Catherine, ce que je trouvais intéressant, c'était d'avoir... Chacune raconte la même histoire, dans le fond, et de voir comment l'une la raconte par rapport à l'autre, en fait. Si vous voulez. Donc de ne pas toujours faire des duos, par exemple, Bernard et Jacques ou Yann et Pierre au début, racontent ensemble, en fait, comme ça. Et c'était intéressant aussi d'avoir des récits séparés pour voir, dans le fond, si le souvenir que chacun a de son histoire est le même, en fait. Comment, s'il y a des différences, si au contraire il y a une sorte de correspondance absolue ou pas. Voilà, c'était un autre dispositif à l'intérieur du film pour raconter tout simplement un couple, une vie ensemble. Merci. Encore une question, peut-être? Ça vous a plu? Ça vous a intéressé? Ils disent oui. Ils disent oui, oui. Ils sont très... Ils vous ont fait rire un peu aussi, non? Là, il y a, vers le fond, il y a une dame qui fait comme ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors bravo déjà, parce que c'était très émouvant et très drôle aussi. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous avez des regrets simplement par rapport à votre film? J'imagine qu'on n'est jamais à 100% satisfait de ce qu'on fait. Est-ce que parmi toutes ces heures que vous avez dû filmer, ou toutes ces autres personnes, parce que vous avez dit qu'il y avait, je crois, d'autres personnes qui ont été castées, est-ce que vous avez des regrets, des gens que finalement vous êtes dit « Ah, je les aurais bien mis », ou des passages que vous avez coupés et qui, au final, auraient été bien dans le film? Oui, j'ai un regret. Par exemple, j'ai rencontré un monsieur incroyable pendant le casting, qui était un... Comment dire? Qui était un... c'est pas le recteur, en fait, bon, c'était un professeur de droit, et il était le doyen, en fait, de la faculté. Donc une sorte de grande figure locale, on va dire, c'était en province. Et il était châtelain, comte, communiste et homosexuel. Alors ça faisait un mélange assez détonnant. Qu'un homme qui est doyen d'une fac de droit, c'est souvent un milieu plutôt conservateur, que lui soit communiste et en même temps châtelain, comte, voilà, si vous voulez, tout ça était complexe et c'était un vrai personnage et je regrette de ne pas avoir pu l'inclure dans le film
pour des raisons de production en fait. Parce que quand vous faites un film, il y a des contraintes aussi de financement des films, et j'avais l'obligation de tourner dans certaines régions plutôt que dans d'autres. Voilà. Et lui étant dans une région qui n'était pas, qui ne pouvait pas soutenir le film, du coup j'étais obligée de l'écarter. Et il y a une autre question qui a été un sujet assez sensible pour moi, qui était la question du sida. Parce qu'un des témoins, en fait j'ai filmé 10 témoins, et il y en a 7 dans le film qui sont montés, et un des témoins qui a été écarté au montage portait en fait le récit du sida, parce que c'était totalement prévu au départ. C'est un personnage assez étonnant, une sorte de titi parisien, avec une gouaille pas possible, et une parole très, très frontale, à la fois drôle et profonde. Mais pour plein de raisons qui sont un peu longues là à expliquer, cet homme avait omis de me dire certaines choses sur sa vie qui ont été très problématiques pendant le tournage, parce que je les ai découvertes. Et à partir du moment où je les ai découvertes, il a perdu pied d'une certaine façon. Et je dirais que le tournage, c'est comme quelque chose n'a plus fonctionné dans la relation, en fait, tout simplement. Et avec lui, et d'ailleurs à la fin du... Moi, je suis quand même allée au bout du tournage avec lui. Et à la fin, je me suis posé évidemment beaucoup de questions, des questions aussi morales. Cet homme m'a envoyé une lettre via son avocat pour me dire en fait qu'il voulait avoir un droit de regard sur chaque phrase, chaque mot qu'il dirait dans le film. Or ce film s'est fait dans une transparence totale, dans la confiance totale. Donc pour moi c'était inenvisageable en fait. Donc il a été retiré du film. Et donc avec lui partait quand même ce moment particulier aussi, je pense, qui a été l'apparition de l'épidémie du sida, et il en était un des premiers d'ailleurs. C'était une sorte de premier contaminé. C'était un vrai résistant par rapport à ça. Voilà, ça c'est un regret. Mais bon, après je me suis dit qu'au montage, quand j'ai vu le film, je me suis dit que le film marchait sans. Effectivement que c'était pas là, que la question du sida serait évoquée par d'autres, autrement, etc. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu as voulu essayer plusieurs dispositifs pour les interviews de tes personnages, et tu as évoqué le fait que le film est un scope. Donc il y a quand même un choix cinématographique très fort dans le traitement du récit. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu as eu envie de faire scope, un documentaire, donc c'est rare quand même. Puis il y a aussi un choix particulier dans les musiques. C'est vrai que moi je suis d'abord un cinéaste de fiction, et je pense que j'ai abordé le documentaire avec les moyens de la fiction d'une certaine façon, et aussi mon entre guillemets savoir-faire de cinéaste de fiction. Et j'aime bien ce mélange entre documentaire et fiction justement. Et il y a aussi un élément qui était important à mes yeux, qui est que pour moi ces vies étaient un peu bigger than life, si vous voulez. Pour moi c'était vraiment mes héros de cinéma. Chaque témoin, il y avait une telle puissance romanesque dans leur vie qu'il fallait que je trouve une sorte d'équivalent dans la mise en scène. Du coup, le format scope, évidemment, amène du romanesque, amène du lyrisme. La musique aussi. C'est vrai qu'il y a une tradition, il y a eu longtemps une tradition de ce qu'on appelait le cinéma vérité dans le documentaire, qui cherchait plutôt à être dans un rapport frontal, direct, d'un cinéma direct par rapport au réel. Et j'ai un peu pris le contre-pied de ça. C'est-à-dire que j'ai plutôt, au contraire, cherché à filmer avec différents... en plan fixe, avec des focales souvent longues. J'ai ramené donc de la musique, beaucoup d'éléments subjectifs et qui sont plutôt normalement utilisés dans la fiction pour justement montrer, pour donner une sorte de puissance cinématographique au film en fait, tout simplement, et une part surtout romanesque. Et aussi, il y a une chose qui m'est apparue pendant le casting très fortement, qui est la présence de la nature et des lieux en général, qui étaient très fortes, parce que je voulais pas que dans le film, ça soit uniquement des témoignages face caméra. Il fallait trouver, à côté de ça, d'autres moyens de faire parler en fait les gens. Donc c'était les lieux, les objets, les archives, les photos. Il fallait que tout parle en fait. Et essayer
ensuite de tout mêler et de l'orchestrer, je dirais, pour ramener justement ce côté, le roman d'une vie, si vous voulez. Voilà. Dernière question. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui vous aimerait poser une question. Autrement, moi, j'ai ma dernière question. Donc, à travers ton film, Ah, attendez. Alors, je me tais. Il y a encore... Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Vous avez parlé avant de virginité de la parole. Virginité. Voilà. Je voulais savoir si les scènes que vous avez tournées pendant votre tournage, vous avez privilégié là dans votre film des scènes où c'était la première fois que les personnages vous parlaient de quelque chose, ou si vous avez retourné des scènes, ou enfin comment ça s'est passé pour choisir ce que vous avez laissé dans le film. Souvent, en fait, je l'ai rencontré en moyenne, avant le tournage, je les ai rencontrés, disons, 2 fois, parfois qu'une fois, et je sentais immédiatement, il faut se fier quand on est cinéaste à son intuition. C'est comme un casting de fiction, quand vous êtes face à une série d'acteurs qui viennent postuler pour un même rôle, à un moment, j'attends ce moment de l'évidence, si vous voulez. Vous dites, là, il y a quelque chose qui s'impose à vous, en fait. C'est même plus vous qui choisissez, c'est vraiment la réalité qui vous amène un cadeau, pratiquement. Et j'attendais souvent ce moment-là, qui se produise. Et très vite, d'ailleurs, dans cette première rencontre, il y a un lien qui s'établissait assez fort, et ces gens étaient prêts à me parler beaucoup. Et je coupais court, donc, très vite à la conversation. Et pendant le tournage, donc, ils se mettaient à redire, on va dire, le début de la conversation que j'avais avec eux. Et je savais en gros à peu près les grandes lignes biographiques de leur vie. Et c'est pendant l'entretien où là, c'était une vraie discussion face à face d'une certaine façon, et où je posais des questions. Parfois, je revenais sur des points de détail. Par exemple, Thérèse dans le film, qui est la femme qui a 4 enfants, on voit donc, dans le film. Thérèse est une femme qui est très engagée politiquement, à tel point que dans son discours, elle a remplacé le « je » par le « nous ». Pour elle, tout est collectif et tout est politique. Donc ce qui était très compliqué, c'est que je lui disais, Thérèse, dis « je », parle de toi, on doit, pour comprendre la femme que tu es aujourd'hui, partir du point d'origine, et le point d'origine c'est « je ». Et pour elle, c'était très difficile parce que la militance a aussi beaucoup transformé sa parole, sa position. Et donc elle disait oui, mais tout le monde s'en fout d'où je viens. Je lui dis pas du tout. D'abord, moi je viens pour ça. C'est le parcours qui m'intéresse, c'est pas le point d'arrivée. C'est vraiment tout ce qu'il a fallu faire pour arriver aujourd'hui à la conscience que tu as, à la femme que tu es. Donc, et ça a été. Je crois que les entretiens les plus longs étaient avec elle en fait, parce que très vite, elle acceptait de parler de son enfance, de ce moment où elle a été une épouse. Mais très vite, le « nous » reprenait le dessus, et il fallait que je revienne comme ça indéfiniment pour la ramener toujours à ce point d'origine, en fait. Voilà. Pierrot, c'est quelqu'un qui parle... Pierrot qui est le chevrier, toujours, quelqu'un d'absolument incroyable, qui a une liberté de parole étonnante pour quelqu'un qui n'a pas d'instruction, quelqu'un qui a été très peu à l'école, et qui pourtant a une pensée, je trouve, extrêmement moderne et libre. Et Monique, par exemple, qui est la femme qui est devant la gare à la fin du film, est une femme... Elle était très drôle parce que Monique, je lui disais une chose, elle faisait le contraire. Donc elle me rendait dingue, d'ailleurs, sur le tournage. Mais, et en même temps, je l'aimais pour ça, d'une certaine façon. C'est-à-dire cette capacité qu'elle avait à résister. Et quand je lui disais une chose, je pense qu'elle avait une telle vie intérieure et un tel besoin d'exprimer dans le fond ce qui l'animait, que parfois elle n'entendait même pas ce que je lui disais, je crois. Donc elle a une espèce de dialogue avec elle-même comme ça, un peu permanent, et qui, bon, moi, me la rend extrêmement attachante. Et voilà. Donc chaque personne était différente, et je me suis adapté à chacun, en fait. Christian, qui est le monsieur de Marseille, qui a une vie assez difficile, où vous le voyez dans une grande bâtisse, comme ça, au début du film, qui est un peu en ruine. Lui, comme son histoire a été assez dure, assez laborieuse, et que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez conservateur, avait une parole
c'était comme une sorte de confession un peu contrariée, si vous voulez. Il fallait souvent que j'aille chercher des choses, quand même. Il voulait parler, je lui ai pas du tout fait violence, mais c'était pas si évident que ça, en fait. Ça s'est fait petit à petit, parce que je pense que l'histoire était difficile. L'histoire du début, en tout cas, était difficile. Donc, dans ton film, tu racontes bien évidemment l'histoire de ces personnages, mais tu racontes aussi une époque et une société. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y aura une suite des Invisibles avec d'autres générations, un peu plus tard? Ben là, je sais pas. Là, non, en tout cas, c'est pas prévu. C'est pas dans les tuyaux, mais on sait jamais. Ou peut-être un élève de l'école le fera. Suggestion. Mais ils ont beaucoup de talent, donc et je suis sûr qu'ils peuvent faire des choses très fortes. Alors, je vous rappelle qu'à partir de samedi, au Cité Club depuis le film sera programmé. Samedi soir, il y aura une autre soirée spéciale, super spéciale, parce qu'il y aura la présence d'un de personnages. Nicolas, excuse-moi, je me rappelle. De Monique. Voilà. Donc, si vous avez envie de revoir le film ou de rencontrer Monique, ou vous avez beaucoup, comme j'espère, aimé le film, je vous invite à en parler à vos copains, à vos familles, et puis les inviter à suivre l'histoire incroyable de ces Invisibles, des Invisibles de Lifshitz, de Sébastien Lifshitz. Appui. Le film va rester en programmation tout le mois d'avril. Donc voilà. Merci beaucoup à Sébastien Lifshitz. On t'attend pour la suite. On ne sait pas quand, mais on t'attend. Et merci à vous. Bonne soirée. Merci.